Donc la norme ISO disait aussi que l'utilisabilité est définie en fonction des utilisateurs et des contextes. Et donc effectivement, pour la conception des systèmes informatiques, il faut penser aux utilisateurs cibles et définir le système informatique en fonction de ces utilisateurs. Donc ça peut concerner l'âge, des besoins spécifiques par exemple pour les personnes âgées ou les personnes en situation de handicap, les connaissances techniques intérieures, etc. Donc si on fait un système informatique pour une personne quelconque, comme par exemple moi, on ne va pas le faire de la même manière que si on veut concevoir un système pour un professionnel ou alors par exemple pour une personne âgée. Je vous donne deux exemples concrets. Un pilote d'avion ou quelqu'un qui va être contrôleur aérien aura besoin que son système informatique le permet de faire peu d'erreurs. Il faut que ça soit absolument fiable. Et donc, les critères efficacité et efficience vont être très importants. En revanche, la satisfaction est moins importante. Si le pilote prend plaisir à utiliser le système, est moins important que s'il arrive à piloter l'avion. Ensuite, c'est complètement différent pour faire un système interactif pour un musée. Par exemple, dans un musée, on aura envie que l'utilisateur reste devant l'exposition, qu'il prenne le temps de jouer avec, d'expérimenter. Et donc, dans ces cas-là, c'est la satisfaction qui est très, très importante. Pour créer des systèmes qui sont utilisables, il y a 3 processus de conception possibles. Donc, la conception centrée utilisateur, la conception participative et la co-conception. La conception centrée utilisateur va prendre en compte les besoins des êtres humains sans pour autant les impliquer directement dans les processus de conception. Comment on peut faire? Donc, il y a des recommandations qui existent, par exemple des critères ergonomiques sur lesquels on peut se baser pour concevoir les systèmes, mais lesquels on peut aussi utiliser pour évaluer les systèmes après l'avoir conçu. Donc on peut vérifier que ce système répond à ces critères d'ergonomie. Ensuite, il y a la conception participative qui va plus loin parce qu'elle va impliquer les utilisateurs pendant les processus de conception. Et il y a en général 4 étapes qu'on va distinguer. La première, c'est une phase d'analyse. On va observer les utilisateurs quand ils effectuent les tâches. On va aussi pouvoir poser des questionnaires ou faire des interviews avec les personnes. Ensuite, il y a une deuxième phase, c'est la phase de création d'idées, où on va aussi impliquer les utilisateurs. Par exemple, quand on fait des brainstorming, on va les demander de participer à la création d'idées pour trouver des solutions à leurs besoins. Ensuite, il y a une phase de prototypage, où on va concevoir différents prototypes. Donc, ça peut être des prototypes haute fidélité qui sont vraiment codés. Ça peut aussi être des prototypes basse fidélité, par exemple juste des croquis sur papier qui permettent donc de dessiner l'interaction avec les systèmes. Et puis il y a une dernière phase, c'est une phase d'évaluation où on va faire des tests utilisateurs qui permettent ensuite de confronter les vrais utilisateurs aux systèmes qui sont conçus. Ce processus, il est itératif. Après avoir fait une phase d'évaluation, on peut recommencer un nouveau processus, un nouveau cycle, et donc recommencer avec une phase d'analyse pour voir si les prototypes conçus répondent vraiment aux besoins des utilisateurs. Et il est aussi un processus qui est pluridisciplinaire. Donc, il ne faut pas que avoir des développeurs logiciels, il faut que les équipes soient mixtes avec des ergonomes, par exemple, ou des spécialistes en facteurs humains. Finalement, il y a donc les processus de co-conception où on va encore plus loin. Donc là, les utilisateurs deviennent carrément concepteurs des systèmes. Donc on va vraiment les demander de concevoir leur propre système. Et c'est par exemple possible aujourd'hui avec les mouvements des Fab Labs qui permettent à des utilisateurs quelconques d'accéder à des imprimantes 3D, des découpeuses laser ou l'électronique comme l'Arduino et les Raspberry Pi, et donc ainsi de concevoir leur propre système informatique. Les dispositifs informatiques que nous utilisons actuellement dans la vie de tous les jours sortent des laboratoires d'informatique. Par exemple, la souris d'ordinateur a été introduite par Douglas Engelbart dans les années 60 aux États-Unis, mais a été expérimentée avant dans les laboratoires de recherche. Les écrans tactiles que nous trouvons aujourd'hui dans les smartphones également ont été expérimentés dans les laboratoires de recherche depuis les années 60, alors que le premier prototype commercial a été commercialisé en 2007. Aujourd'hui, on peut aussi observer des systèmes informatiques qui vont au-delà des ordinateurs. Donc, par exemple, des systèmes ubiquitaires qui vont dans notre habitat, dans nos voitures, des téléphones qui sont toujours avec nous, et même un jour, on les aura peut-être dans les vêtements. On observe aussi aujourd'hui la commercialisation des systèmes de réalité virtuelle et réalité augmentée. Donc, qu'est-ce que c'est? La réalité augmentée,
c'est de superposer d'informations virtuelles aux informations réelles que nous percevons. Un exemple, ce sont les lunettes avec lesquelles on peut percevoir la réalité, mais on peut superposer des informations virtuelles. À quoi on s'attend dans l'avenir pour l'IHM? Donc l'IHM, par exemple, a la possibilité de donner accès aux informations à un maximum de personnes. Je pense par exemple à la société qui est en train de vieillir. Et donc nous avons la mission de concevoir des systèmes qui sont utilisables par les personnes âgées, qui par exemple voient moins bien ou qui peuvent avoir des problèmes cognitifs. Et ça sera encore mieux si on conçoit des systèmes qui peuvent même les soutenir dans leur vie de tous les jours, par exemple rappeler qu'il faut prendre des médicaments ou alors détecter des chutes. Je pense aussi à des personnes qui sont dans des pays de développement ou autrement déconnectées de la vie de tous les jours de la société, à qui on peut donner accès à des informations à travers l'informatique. En ce qui concerne les nouvelles et futures technologies, on est en train aussi dans les laboratoires de recherche de concevoir les technologies du futur. Et donc un exemple, ce sont les interfaces cerveau-ordinateur. Ce sont des interfaces qui permettent à un utilisateur d'interagir avec un ordinateur uniquement grâce à une mesure de l'activité cérébrale. Et puis une mission de l'IHM, c'est aussi de faire les liens avec d'autres disciplines de l'informatique, comme par exemple le big data, l'intelligence artificielle ou la robotique.